Top, salut tout le monde pour Data Oops épisode 58 avec Fabien Beaumont. Toujours How are là? you? Ah bah fine, I'm Toujours fine. présent. Excellent. Bon alors aujourd'hui, au programme, heu, on va rester un peu dans le monde Microsoft là, je crois bien, puisqu'on a en première partie une présentation que je vais faire sur, SQL Server 2025 et une démo des vecteurs. Donc là, on va les voir en action. Sur SQL Server 2025 avec recherche vectorielle et tout, sur cette nouvelle base qui est sortie la semaine dernière, je crois bien, hein. Donc on est, c'est tout frais, tout frais. Ils ont fait Ouais. beaucoup d'efforts sur les perfs par rapport aux tests qu'on a menés pendant, la preview, la CTP 1, 2 et 3 et 4. Et ensuite, Fabien, toi, tu nous parles de M DMCP. MCP Le sur Power BI. MCP. Model Context Protocol sur Power BI. Exactement. Et on va élargir un petit peu sur l'utilisation des MCP en général dans le vibe coding. Tout à fait, tout à fait. Encore, voilà, on a terminé le Modern Data Stack, là, c'est fini. Je ne sais pas si vous avez vu les nouvelles sur LinkedIn, sur les réseaux, c'est fini. Le Modern Data Stack, c'est poubelle. On est au post-modern Data Stack. Et je prédis qu'ensuite on sera au Future Data Stacks. OK? On se revoit dans 2 ans et on aura changé de terme marketing pour changer de stack. Je pense. Exactement. Bon, alors, pour présenter la première partie, c'est pour moi, une petite démo. C'est pour moi. Alors, je partage mon écran. Paf. Hop là, on se voit. Ouh là là, attention, il faut qu'on. Oh là là, ouh, on est nombreux là, hein, attention. Hop là. Share screen. Oh là là, je suis perdu là. Replace screen sharing entire screen. Et c'est ici. Voilà. Et ben non. Maximize. Non, c'est pas là. Où est mon écran? Ah, ben voilà. C'est caché. Voilà, je suis caché. C'est bon, vous voyez mon écran maintenant. Eh bien, je vais vous présenter SQL Server 2025. Vous connaissiez le serveur 2022 et maintenant on a SQL Server 2025. La voici, magnifique. On est sur une version toute neuve, installée de tout à l'heure. 21 octobre 2025. Mais en vrai, elle est sortie il y a moins longtemps. Hein. Ok, donc si on veut pouvoir utiliser des vecteurs dans SQL Server 2025 et pouvoir récupérer des calculs de vecteurs, eh bien, il faut faire 2-3 petites configurations, altérer, faire un SP configure. Et puis ensuite, on se met dans une base de données. Dans cette base de données, eh ben, on va pouvoir créer des modèles. On peut dropper des external modèles. On peut créer des external modèles et on peut utiliser des endpoints qui sont des endpoints OpenAI sur le cloud ou des endpoints Olama locaux. C'est pas fou la vie. C'est bon ça. C'est pas bon. Alors j'ai fait un petit article qui est à jour maintenant. Si on va sur architecture performance /blog. Voilà qu'il est beau, il est là. Hop là. Et on a cet article que vous pouvez retrouver. Et on a un petit peu comment c'est fait, hein, tout ça, comment ça s'organise. Donc on est dans SQL Server 2025, là, dans cette zone verte. Là. On peut créer un external model. Mais cet external model, il appelle à un endpoint qui est à l'extérieur de SQL Server. Un HTTPS, obligatoire. Il faut un certificat valide. Donc pas possible de tricher. En faisant un auto-signé, il faut rentrer des une chaîne de certificats, tout un bordel. Donc c'est super sympa à faire, j'adore.
J'ai laissé un petit script pour le faire parce que c'est vraiment pas sympa. Et ensuite, il faut installer Ollama sur sa machine. Alors, Ollama sur sa machine, moi, comme je suis sur Windows, et ben, figurez-vous qu'en fait, on a Ollama pour Windows à télécharger, facile, on l'installe, ça devient comme une sorte de service. Et après, on peut télécharger des modèles. On fait du Ollama Pool, un modèle. Cool ça. Ollama Pool Nomic Embedded Text Latest, hop, il nous le télécharge. Et on obtient un modèle d'Emdings. On peut bien sûr avec Ollama télécharger d'autres choses, hein, comme des modèles de chat ou de code. Et on peut faire ça sur sa machine. Donc là, j'ai téléchargé, pour notre exemple, un petit modèle Nomic Embedded Text, il y a 5 heures, qui fait 274 mégas et qui va tourner sur ma carte GPU NVIDIA que j'ai sur ma machine. Et qui peut aussi tourner sur CPU, hein, c'est possible. Parce qu'il y a différents modèles. On choisit GPU, CPU. C'est Ollama qui va choisir. OK. Et il faut un Nginx. Il faut un Nginx pour qui est en train de tourner. Un Nginx qui est configuré pour rediriger le 11443 vers le 11434 d'Ollama. Parce que Ollama il sert en HTTP par défaut. Et Microsoft, ils ont dit non, il ne faut pas que ça soit pas sécurisé. Alors, même si c'est localhost, on veut un certificat signé. Bon, c'est comme ça. Hein. Donc, on lui dit le format qu'il a. Donc, il y a OpenAI, Ollama. Et je crois que c'est tout. Il y a un troisième, je crois. Le modèle type, c'est Mdings. Aujourd'hui, on ne peut rien mettre d'autre. Mais peut-être que ça préfigure un modèle type de type chat, peut-être demain, ou complétion, qui permettrait peut-être d'appeler depuis SQL Server des endpoints ailleurs pour compléter en fonction d'un texte qu'on a dans la base de données, par exemple. Truc bizarre. Dans SSMS, là, j'ai la dernière version des SSMS, vous vous rendez compte ? J'ai la 22.0.0, la toute neuve. Et même dans ce magnifique client, je n'ai pas la possibilité de voir ce external model que je viens de créer. Pourtant, il est bien là. Donc, c'est dommage. Ça, ils sont pas encore. Soit ils n'ont pas choisi l'icône, ce qui est possible. Soit ils sont un peu en retard. Bon, ensuite, une fois qu'on a créé notre external model, on s'est un petit peu pris la tête à l'extérieur d'SQL Server, il faut revenir sur SQL Server et là, on a une nouvelle fonction qui s'appelle AI_generate_mdings et qui va prendre en paramètre une chaîne de caractères et use model, le nom du modèle qu'on veut. Et cette fonction appelle Ollama et renvoie un vecteur avec plusieurs composantes. Donc dans mon cas, le modèle, il a 768 composantes. OK ? C'est magnifique, hein ? Ouais. Bah ouais. Hein. Mais il y a quand même quelque chose de nouveau, c'est que ce magnifique... ça, c'est un vecteur, en fait. C'est un nouveau data type. C'est pas du texte. C'est un vecteur. Et si je veux, je peux générer les Mdings pour plein de lignes. Donc là, je vais faire... Hop là. Je vais lui dire, vas-y, génère-moi les Mdings pour toutes les lignes de ma table, qui est là, cette magnifique table, qui a 25 000 lignes. Et tu me génères ça pour le titre. D'accord ? Donc, il va me générer, si je fais
Si je fais un top 10, donc ça, ce sera plus rapide. Hop là. Qu'est-ce que ça renvoie, cette magnifique... hop là. Tac. Voilà, donc j'ai l'ID. Et puis le title vector. OK? Et la question, c'est est-ce que ça va vite? La question, c'est est-ce que ça va vite? Eh ben, là, hop, j'ai mis un top 100, donc il n'utilise pas le parallélisme, mais quand je mets pas le top 100, eh ben, il met du parallélisme. Donc en fait, il va appeler avec 32 threads. Ouais, il me dit qu'il y a déjà la table. Là. Forcément, il faut que je la drop avant. Donc là, je la recrée. Et pendant ce temps-là, mon CPU, mon GPU travaille. Donc mon GPU NVIDIA là, qui se met à bourriner. Donc j'ai le GPU 0 Intel qui bourrine parce qu'on est ensemble sur une magnifique plateforme de streaming. Et celui-ci, eh ben, c'est pour calculer les emdings. On a un peu de CPU qui monte, mais pas trop. Voilà, donc ça c'est intéressant de voir ça. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi je stocke pas, pourquoi je ne stocke pas mon vecteur dans ma table d'origine. Et pourquoi tu stockes pas ton vecteur dans ta table Ah, d'origine? putain, bonne question. Franchement, ça c'est une bonne question. Et ben, en fait, si je stocke ça pose pas de problème. Ma table, elle va accueillir le vecteur. Et ensuite, ce vecteur, je vais vouloir l'indexer. D'accord? On va le voir dans l'étape d'après. Quand je vais indexer ce vecteur, la table, elle va devenir immutable. Ça peut m'emmerder quand même un peu. Hein. Oui. Et oui. On se retrouve un petit peu, je ne sais pas si ceux qui nous écoutent ont vécu cette étape, mais il y a environ 15 ans, ouais, un petit peu moins, sur la SQL Server 2012, on avait l'arrivée des index colon store. Je ne sais pas si tu te rappelles quand on crée un colon Oh store oui. sur une table, eh bien, les tables, elles étaient immutables. Ça a changé ensuite sur les versions suivantes, mais c'était comme ça. Donc, bon, c'est pas super cool, mais bon, c'est comme ça. Alors, est-ce qu'on va avoir une meilleure perf que la dernière fois? Tac, tac, tac. Voilà, on a 2 minutes, j'espère que ça va. Voilà, c'est bien. 25 000, 25 000 lignes encodées, 25 000 vecteurs demandés en 2 minutes. C'est mieux que les 5 minutes qui étaient mis sur la CTB2, donc ils ont fait des améliorations quand même notables. Et je me retrouve avec une table, si on regarde bien, qui a 2 champs, un ID et un title vector qui est de type vecteur 768, un float 32. Donc là, il y a 2 types de vecteurs. Enfin, il y a plein de types de vecteurs. Il y a une taille et ensuite derrière, il y a la taille de chaque composante. Et il y a deux tailles. Il y a float 16 et float 32. Float 16, ça pèse moins lourd, c'est plus rapide. Par défaut, c'est float 32. OK? Donc ça ressemble à ça. OK. OK? Maintenant, pour s'en servir. Bah oui. Voilà, après je vous fais pas la démo pour faire par exemple un truc comme ça, c'est-à-dire construire un JSON avec le title et le content et demander la vectorisation de ce JSON. Ça marche aussi. Hein. Ça permet de donner des poids en fait aux éléments. Maintenant, il va falloir que je fasse des recherches. Oui. Alors, et éventuellement que je fasse hop là, elle est où? Delta 1, V2.
Voilà, donc comment je fais des recherches? Eh ben, j'ai 2 possibilités. La première, c'est d'utiliser la fonction vecteur distance. Donc je lui donne le type cosine et je lui donne, le champ dans lequel je recherche et en troisième, je lui donne le vecteur de comparaison. OK, donc je vais je vais Mmh. je vais encoder. Je vais poser une question et il va me dire ensuite là. Hop là, il faut que je le mette comme ça sur la bonne base. Je suis pas sur la bonne base. Eh oui, je suis pas sur la bonne base. Ah bah, ça va pas alors. Bah oui, je sais, je suis pas sur la bonne base. Allez, nouvelle requête. Voilà. Voilà. Donc si je lui demande encode-moi la phrase Isaac Asimov and the Foundation Series, j'obtiens un nouveau vecteur qui va me permettre d'être la question en fait. Et je vais lui dire OK, trouve-moi les articles qui sont proches de la phrase que je te pose. Donc c'est une phrase en anglais quoi. Je lui dis bah trouve-moi des choses qui ressemblent à ça. OK. Alors, si je fais un petit refresh, normalement ça devrait aller comme il faut. Voilà. On va regarder le plan d'exec. Hop. Voilà, donc notre plan d'exécution, c'est ça. Analyse, tri, jointure et un tri sur les données calculées et le calcul de la vecteur distance. Donc j'obtiens bien un top 10 avec ici un classement. Donc il me dit ce qui est le plus proche de ta phrase, c'est l'article dont le titre est Isaac Asimov. Bon, il s'est pas trop trompé là. Hein. Jusque-là, il est pas mal. Deuxième position, asténosphère. Bon, on reste dans le domaine scientifique, puisque Isaac Asimov, c'était un écrivain russe, mais aussi un scientifique. On a en troisième position Werner Heisenberg. Là aussi, on reste quand même dans le domaine du quantique, Heisenberg, tout ça. Ensuite, quatrième position, science-fiction. On est pas mal. Cinquième position, series. On est pas mal. Asgard. Et là, on est sur une sorte de... On s'éloigne un petit peu quand même. Ensuite, Herbert Haskint. Bon, c'est pas top. Azuel en huitième position. Albert Einstein en neuvième position. Alors, Isaac Asimov, il était réputé très intelligent aussi. Peut-être que, hein, ça, je pense qu'ils sont dans la génération sensiblement identique. Et classification, en dixième position. Bon, là, c'est pas hyper top hein, comme recherche, mais on n'est que sur les titres. D'accord. On n'est pas sur le texte. Donc, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Si j'avais fait une recherche full texte, j'aurais rien trouvé de tout ça. Hein. Et la distance, il me la montre et il me dit bah voilà, Isaac Asimov, ça a une distance de 0, c'est normalisé, hein, donc 0 c'est proche, 1 c'est loin. Et la distance là, elle est à 0,17, donc elle est plutôt proche. Donc Isaac Asimov, c'est proche de la phrase Isaac Asimov and the Foundation Series. C'est vrai. Et puis après, on voit les distances qui s'éloignent. Ok. Jusque-là, ça va. Hein. Et ça Ça va plutôt fonctionne bien. vite. Ça va plutôt vite. On a eu le résultat en. La recherche, elle a pris 300 millisecondes. Et ce qui a pris du temps, souvent, c'est le calcul de l'Emdings qui appelle au lama un endpoint externe. Donc, ça sort d'SQL Server, ça revient, ça prend du temps, ça. Mmh. Mais bon, ça reste raisonnable pour une question. Donc ça, c'est cool. Mais après, est-ce que je peux pas créer un index? Voilà. Donc là, je vais essayer de créer un index sur ma table. Donc comment je peux faire? Je peux faire avec SSMS. Donc sur SSMS, dans la liste des index, j'ai un nouvel index et là, j'ai index vectoriel sur la 2025. On observe aussi index JSON. Bon, ça, on le verra, c'est aussi c'est une nouveauté, mais on le verra dans un autre épisode éventuellement. Cet index vectoriel, voilà, il faut lui donner un nom. Je vais l'appeler Vix. Il faut lui dire sur quelle table on veut faire.
Donc, je vais lui dire sur ma nouvelle table. Il faut lui dire la colonne qu'on veut indexer. Donc, c'est mon vecteur, bien sûr. Et ensuite, il faut lui donner une métrique. Donc là, on va avoir cosine, on peut avoir d'autres products. Et ensuite, on va lui donner un type. Pour l'instant, il n'y a qu'un seul type, c'est disk ANN, qui est un type d'index vectoriel qui a été développé par Microsoft, qui est open source et qui a d'ailleurs été repris par PG Vector récemment. Oh! Ouais. Donc, sa caractéristique, c'est de pouvoir vectoriser, enfin créer des index vectoriels en étant out of core. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de connaître l'intégralité du paramètre et de calculer les distances de nos éléments qui composent notre index, tout en mémoire. Donc, ça permet de Voilà. déborder sur disque, quoi. Si je crée mon index, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise encore? Create vector index. Alors, vector search, je dois l'avoir. Je dois avoir fait une petite bêtise dans ma création d'index. Qu'est-ce que tu as écrit mal? Les 2 slash à la fin? Ouais, c'est ça. Non, cosine C'est ça. J'ai pas fini de. Voilà. Alors, il me dit j'ai pas le droit. J'ai pas le droit de créer un index sur une table qui a pas de primary key. Eh ouais, pas de bol. Mmh. Donc, il faut modifier la colonne ID pour lui dire ok, c'est une primary key. Donc, je le fais graphiquement. Voilà, c'est fait. Et maintenant, je peux créer un index vectoriel. Vector index. Sympa. Donc là, il m'a créé ça, 10 secondes. Il m'a mis un petit warning que je ne comprends pas, à vrai dire. Et si je rafraîchis ma table, j'ai un nouvel index vecteur. Je ne sais pas si vous voyez le signe, le nouveau signe. Ouais, je vais essayer de Une zoomer. espèce de triangle? Ouais, c'est ce petit triangle là qui est rigolo. Alors attendez, je vais essayer de me faire un petit zoom. Hop, on va voir si on y arrive. Source, zoom, zoom it. Allez, j'espère que je vais pouvoir interférer avec les commandes. Hop, hop, hop. Voilà là. Ici là. Ce petit triangle, bah, c'est nouveau. Voilà. Nouvel index. Nouvelle icône. Là, ils ont choisi l'icône. Ils le visualisent. On peut voir les propriétés. Options, algorithme, cosine, stockage. Bon, pas beaucoup d'infos. Hein. Ok, maintenant j'ai un index. Parfait. Si je retourne faire ma recherche vectorielle. Donc, je vous rappelais au début, j'ai fait cette recherche-là. Là. Hop. Ça devrait marcher. Si je me mets sur la bonne base. Eh ben non, parce que je ne suis pas sur la bonne base. Toujours pareil. Même erreur. Même joueur joue encore. Voilà. J'ai fait ma recherche tout à l'heure. Maintenant, si je fais la même recherche, eh ben, il n'utilise pas l'index. Dommage. Ça ne change rien. Alors, pourquoi? C'est ça, j'ai demandé quand même aux gens de Microsoft. J'ai dit, mais pourquoi on n'a pas d'utilisation d'index avec l'opérateur vecteur à distance? Pourquoi il n'est pas utilisé? Ils m'ont dit, ouais, bah, c'est délibéré, c'est fait exprès, puisque le vecteur distance, c'est un opérateur qui est déterministe. C'est-à-dire qu'il va comparer l'intégralité du cheptel de vecteurs avec notre vecteur question. Et l'indexation, l'utilisation d'un index vectoriel, c'est quelque chose qui fait que les données vont
les données retournées sont dépendantes de l'index. Donc ça les a perturbés chez Microsoft. Ils aiment pas ça, et donc ils ont créé une autre approche qui consiste à utiliser une fonction table qui s'appelle vector search. Et dans ce cas-là, il y a une recherche vectorielle. OK. Alors, je vais vous la montrer avec ce, voilà. Donc si on prend ce texte-là, hop, on va faire notre recherche avec un index vectoriel, et quand on regarde le plan d'exécution, on a ici encore, petite, hop là, faire comme ça, voilà, un vector undersec qui apparaît sur le plan. Et c'est lui qui va filtrer. C'est quand même plus complexe, hein, que juste de filtrer avec un top ou avec un vecteur distance ou un opérateur, hein, parce qu'il y a des opérateurs distance aussi. C'est quand même différent. Ouais. Et alors, tiens-toi bien. Donc là, on retrouve à peu près les mêmes que dans la classification complète. C'est-à-dire que l'index, il est assez bien fait et il n'y a pas trop de déperdition. On n'en perd pas en route, quoi. Mais, OK. si on ne met pas ces paramètres-là, donc je vous les redonnerai après pour les expliquer. Hop là. Non, si là ça passe. Et je vais vous le montrer sur une autre technique. Voilà, là on peut rechercher, c'est la même chose, sauf que j'ai créé un index sur le title plus le content. Donc là on va voir l'intérêt de la recherche vectorielle sur des contenus un petit peu plus élaborés. Et là on voit que l'information qui est retournée, elle est plus pertinente que la recherche que sur les titres. Il va me ressortir, par exemple, les 3 lois de la robotique, qui sont des lois qui ont été édictées par Isaac Asimov. OK. OK. Bon, une recherche full text l'aurait trouvé aussi, hein. Et Flash Gordon, là, on retrouve sur des héros qui sont de l'époque d'Isaac Asimov, et sur lequel il y a eu sans doute de la science-fiction. Et comme Isaac Asimov, c'est un des papes de la science-fiction, c'est rattaché à Isaac Asimov. Perry Rordan aussi, qui est un auteur de science-fiction allemand. Oppenheimer, Astatine, qui est radioactif, élément chimique, et il parle beaucoup de radiation. La ligne Isaac. Isaac Asimov, la sténosphère, qui était Ah, numéro 2, on la retrouve, mais cette fois-ci classée numéro 7, List of Physics, en numéro 8, Théorie de la relativité en numéro 9, et l'esthénium, qui est un élément chimique. Donc, c'est mieux classé, c'est plus intéressant. Mais si on enlève ces 2 petits éléments, hop là, je mets une une virgule en virgule en trop, trop. voilà. Si on lance ça, eh bien en numéro 1, j'ai perdu Isaac Asimov. Ouais, c'est bizarre. Eh ouais. Bon, ça, je leur ai fait remarquer, je suis assez fier de moi, parce que dans les tests de la CTP1, je leur ai dit: «Mais, on a perdu Isaac». Et Where is Isaac? exactement. J'ai dit: «Mais où est Isaac? Où est Isaac?» Et donc ça les a bien fait rire, mais ils m'ont dit: «Effectivement, il y a un petit problème, on a perdu Isaac». Et donc c'est les ingénieurs qui m'ont dit: «Bah ouais, en fait, il faut rajouter des paramètres qui sont, des paramètres de recherche dans l'index». L'index, en fait, il découpe l'ensemble des vecteurs en sous-ensembles, et ensuite on fait une recherche dans ces paquets, et des fois, il y a des paquets qui sont ignorés parce qu'ils sont loin des autres paquets, et il se peut qu'il y ait quelque chose qui soit bien classé qui puisse être ignoré. Donc là, c'est le cas.
Et en mettant m égale 4, en fait, on va rechercher dans un peu plus de paquets. Voilà, puis le L égale 90, je me rappelle plus ce que c'est exactement, mais en tout cas, le M, Ouais, ça permet de rechercher un petit peu plus large. Et du coup, dans l'index, on va devoir faire un petit peu plus de comparaisons, mais on a aussi des chances de retrouver des points qui étaient un résultat perdus, plus quoi. juste. Voilà, et un résultat qui est potentiellement plus juste sans trop perdre de temps, en fait, hein. Donc, là, on n'est pas à 300 millisecondes, on est à 10 millisecondes, donc c'est quand même 30 fois plus rapide. Et bien sûr, Mmh. plus le corpus est gros, plus le vecteur index est intéressant. Mmh. Forcément, là, on n'a que 25 000 morceaux d'articles. Si on avait 250 000, on peut imaginer que le ratio, ça serait pas 30, mais 300, quoi. Ouais, Ça devient intéressant si on fait beaucoup, beaucoup de recherches. Il y a beaucoup de monde qui fait des recherches vectorielles. Là, ça peut devenir intéressant. Souvent, on couple la recherche vectorielle avec la partie full text pour avoir des résultats encore meilleurs. On fait de l'hybrid search, on appelle ça. Mais voilà, donc vous avez vu les nouveaux vecteurs, enfin les nouveaux index vectoriels, les nouveaux data types vectoriels, les nouvelles fonctions qui l'utilisent. Voilà, maintenant, vous n'avez plus qu'à vous lancer comme des acharnés sur SQL Server 2025. Mais attention, c'est Microsoft qui le dit. alors si c'est Microsoft qui le dit. C'est Microsoft qui le dit lui-même. C'est assez fort d'ailleurs dans les nouvelles features. Si on fait New Feature SQL Server, New Feature SQL Server 2025, et qu'on va la voir. Attendez, je vous l'affiche. Hop, vous serez ravis de voir la tête de notre ami. Comment il s'appelle? Bob Ward. Bob Ward. Eh bien, on a la nouvelle Standard Developer Edition. Bon, ça, c'est très bien. Mais sinon, on a ces fonctionnalités-là. Vector Data Type, Vector Function, Vector Index, Manage External AI Model. Donc, c'est ce qu'on a vu là. Et Vector Index qui required Preview Feature Database Scope Configuration. Donc, ça veut dire que on doit activer des features en preview. Et ça, c'est pas conseillé pour la production. Non. Voilà. Alors après, où c'est qu'il y a... Ah, c'est dommage, je ne retrouve plus le petit encart, mais c'était assez drôle. Où c'était dit attention, il y a des features qui sont pas encore bien sèches et ça doit pas aller en production, hein. Donc voilà, ils sont précautionneux. Voilà. Preview feature, donc preview feature are not recommended for production environment. Dommage. Donc c'est le cas de tout ce qu'on vient de voir. Je trouve que c'est prometteur, mais ils prennent encore des pincettes, hein. Ils prennent des pincettes, ils devaient sortir la version 2025 en 2025. Ils ont fait des améliorations, mais bon, je pense que c'est justement le fait que les index vectoriels rendent des choses immutables qui les gênent un peu sur la partie production. Ouais, Voilà. sûrement, oui. Clairement, on pose un petit problème. Mais bon, on peut s'en servir sur d'autres choses, hein. On peut indexer avec des index qui ne sont pas tout à fait synchrones. Euh, le temps de création de l'index a été nettement amélioré par rapport aux premières tentatives où c'était beaucoup plus long. Là, ça s'améliore, donc on sent qu'ils travaillent dessus quand même. Il y a quand même des ingés dessus, ça c'est sûr. Voilà. Bon, bah voilà, hein, moi j'ai fini ma petite démo. On va retourner. Oh, intéressant. Ouais. Alors attends, je vais me remettre ici. Hop, 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 j'arrête le partage. Stop screen. Voilà, on revient à nos moutons. Fabien. On peut suivre ça quand même. Bah ouais. Montre en haut, pour ceux qui nous suivent en vidéo, il y a un petit QR code pour aller voir la communauté, s'inscrire, s'ils veulent.
pouvez, Ouais. allez-y. Allez-y! Pas plus on est fou, plus on rit et puis, plus on peut se poser des questions et plus c'est sympa. Et puis on peut échanger. Ouais, exactement. Bon alors toi tu as un Et ben, on va rester dans l'univers Microsoft, hein, mais et dans l'univers de l'IA et des modèles et tout ça pour, évoquer, un peu le ce qui a été annoncé à la conférence à l'INIT, il y a eu très peu de temps. ouais? C'est le nouveau serveur MCP pour Power BI, Le alors nouveau Desktop serveur Modeling. MCP! Waouh! Ouais, Voilà. bien sûr, on ne va pas vous faire l'affront de vous dire ce qu'est le MCP, du moins si, on va quand même le faire. MCP, c'est Model Context Protocol. Il y a une définition que j'aime bien sur le MCP, c'est que c'est, l'USB-C de l'IA. En clair, c'est fait pour que ce protocole, ça standardise, ça permet de pouvoir vraiment contextualiser les modèles et de pouvoir les utiliser de manière assez simple et surtout, ça permet au modèle de pouvoir réaliser des actions, ce qu'il ne fait pas normalement. Normalement, quand vous interrogez un LLM, un chat ou n'importe quoi, il vous répond et il vous dit: «Eh ben, tiens, tu veux développer un index vectoriel, voilà ce qu'il faudrait écrire». Avec les MCP, c'est un peu différent, c'est qu'il va vous faire la même chose, sauf qu'il va vous dire: «Bah, tu veux que je me connecte à ta base et tu veux que je t'exécute la requête et tu veux que je le fasse à ta place?» Et on peut lui dire oui ou non. Et c'est là où ça devient très, très fort. Alors ces serveurs MCP, on va faire un petit tour par rapport à celui de Power BI puisque c'est un que j'utilise, pas mal, mais il y a à peu près toutes les solutions maintenant qui mettent le leur à disposition. Petite parenthèse, tout le monde peut créer un serveur MCP. Oh. Donc quand vous en cherchez un, vérifiez que c'est bien la société ou, le groupe qui l'a développé et que c'est pas une personne qui a envie de le faire. Même s'il y en a, Bah, elles sont je open suis source, sûr qu'ils sont très, très bons. bah ouais. Hein? Ça peut être open Oui, source et de bonne qualité, hein. ça peut être open source et de bonne qualité, il y a pas de souci, mais bon, faut faire, faut OK. Et si, faut regarder. est-ce que tu veux que je présente mon écran? Tu présentes le tien pour nous montrer un petit peu le modèle, le MCP de Power BI? Ben, en réalité, ça se présente pas, ça s'utilise. Ouais, alors J'ai il y a pas quand une même une super doc, hein. connexion. Il y a une doc qui est bien faite, l'idée en plus, c'est que si vous alors si on va parler vraiment du MCP, qui s'appelle Power BI Modeling et qui est, fait pour pouvoir, bah, développer des rapports Power BI. C'est assez simple à installer. Ouais, Globalement, vous avez un VS Code, vous allez chercher dans les pas les options, j'ai perdu le nom. Dans les éléments qu'on peut ajouter, vous mettez, GitHub Copilot Chap et vous cherchez MCP Server Power BI. Il y a juste à cliquer, c'est installé dans votre environnement, VS Code. VS Code, voilà. Ouais, C'est ça, sachant installe qu'on VS peut Code Studio, l'installer, voilà les on peut 3 et puis l'installer, ensuite n'importe où, moi je me suis même, amusé à le poser avec Claude. voilà, donc ça va pas se mettre dans Power BI, ça va se mettre dans VS Non, Code. ça se met vraiment à côté. Les serveurs Voilà. MCP, c'est des pour appeler ça une application, petit serveur qui va se poser, sur votre poste, mais qui se met pas dans Power BI. Une fois que vous avez ça, pile poil, vous ouvrez votre rapport Power BI. Globalement, il y a juste besoin d'avoir importé les tables. Donc vous vous connectez à votre dataware, vous récupérez les tables dont vous avez besoin et vous faites les premiers liens. Chose assez basique dedans. Et c'est là Ouais. où le serveur MCP et le LLM devient hyper intéressant parce que
Vous êtes dans votre chat VS Code, vous Ouais, lui dites: «Bah, utilise le serveur MCP, Power BI». ouais, Faut bien tout à lui fait. préciser: «Et OK. connecte-toi à mon Power BI desktop». Et lui, automatiquement, il va chercher sur votre ordinateur le Power BI que vous avez ouvert et il va se connecter directement à votre modèle. OK. On rappelle que Power BI Desktop, ce qui est derrière, en réalité, c'est une évolution d'Analysis Services, hein. Donc il peut aller se connecter dessus et il va commencer à le lire. Et à partir de là, ça devient une vraie folie. C'est c'est Alors qu'est-ce qu'on lui clairement dit? Qu'est-ce qu'on lui dit? Parce que là, il y a des exemples de scénarios. On voit, analyze naming convention and bulk clair. rename. OK, donc Ouais, là, ça c'est ouais. la première, alors celle que moi j'ai utilisée et qui m'a vraiment impressionné, c'est que vous lui demandez, renomme-moi, avec la case appropriate tous les champs et il va lire tous les champs, tout ce qui était, par exemple collé. Vous avez customer ID collé, il va mettre un espace, entre, il va tout remettre en forme correctement. Chose qu'on fait d'habitude, au fur et à mesure et qui prennent un temps fou. Je vous promets, Worldwide Importer, testé avec, il y a quelques tables, il y a quelques champs dedans, il a mis même pas 1 minute 30 et tout le modèle était écrit proprement, nickel. Déjà juste ça, je viens de gagner 1 heure dans ma journée. Ouais, une heure de trucs pas top, De quoi. trucs idiots, mais qu'il faut faire parce que c'est des choses que les gens vont voir, les key users peuvent voir quand ils vont l'utiliser. Deuxième chose qui là est hyper importante Mais alors, pour, attends, juste une de petites garde-fous, hein, quand même, parce que, parfois, dans les colonnes, on trouve, des abréviations, hein, ouais, qui sont du métier ou de la société. Et puis, bien sûr, les abréviations des sociétés, quand on les met dans le monde réel, bah, forcément, elles ont une autre signification, hein, par exemple, AVR ou, VTX ou, j'en sais rien. bah, Bon, lui, il va chercher AVR, le truc qu'il connaît. AVR, qu'est-ce que c'est AVR? Et des fois, on se retrouve avec c'est des traductions d'abréviations qui sont, limites, quoi. qui sont Enfin, un peu bizarres. voilà, donc faut quand même Faut peut-être faire alors un peu relire et se méfier quand même. faut toujours le relire, mais ça on en discutera juste après, là-dessus sur l'utilisation surtout du MCP dans le vibe coding, mais c'est déjà un petit teasing dedans. Mais typiquement, pour renommer des colonnes des tables, pour, mettre des descriptions, chose la plus importante qui soit dans un modèle Power BI, si vous voulez que votre copilot, votre IA dessus et que vous voulez lui parler et qu'elle comprenne, il faut qu'il y ait des descriptions correctes et bah, ça, vous pouvez lui demander. Vous lui dites: «Vas-y, décris-moi toutes les champs et tous les tables». Ouais, Pareil, 2 minutes, il va tout vous faire. Faudra relire derrière pour voir ce qu'il a marqué, si c'est cohérent, c'est intelligent, mais vous partez pas de zéro. ouais, ouais. Pour les gens qui ont déjà fait des modèles dans Power BI ou tout modèle, je dirais, de BI là-dessus, il faut passer par là pour décrire les champs, pour que ça soit bien, que ça soit propre, mais c'est hyper long. Là, au moins, on a un premier jet qui est fait, on peut repasser dessus, se dire: «OK, la définition est bonne, tout va bien». Là, je viens de En ga fonction des titres au final, c'est la colonne, ouais, le titre de la colonne. Et peut-être que, si j'ai jamais essayé, mais peut-être que Power BI, il récupère aussi, les commentaires des colonnes, non? Je suis pas sûr, je quand crois pas, hein. tu l'importes, non, Non, ouais. C'est dommage mais parce qu'en fait, on pourrait avoir un seul endroit où se trouve, où on génère on les génère tout. métadonnées du modèle, quoi, tu vois? Et ça, Bah, c'est c'est dans la description, mais il faudrait les récupérer, depuis ouais. la base de données où c'est indiqué dedans. Peut-être qu'on pourrait lui demander, tiens, va récupérer les Ouais. métadonnées, les Alors ça descriptions serait dans plus dans la base. je pense que ça serait plus ce MCP-là qu'il faudrait utiliser, mais par exemple, MCP Fabric, parce qu'il existe aussi celui-là, dedans Ouais, et dans ouais, ouais. Fabric, on a tout et surtout qu'ils ont commencé à en mettre en place
un système vraiment pour l'IA dans Fabric de catalogue de données qui est pas mal fait. Mais voilà, le principe du MCP, c'est vraiment, on lui parle et il va générer les différents éléments. Un truc, le DAX, il faut savoir en faire. Là, c'est hallucinant. On peut lui demander, vas-y, propose-moi 15 mesures qui sont pertinentes. Ce prompt-là, hein. Alors, faut lui parler en anglais, il préfère. En français, il a du mal. Ouais. Faut lui parler en anglais. Les 15 mesures, il trouve des trucs assez basiques, je vous l'accorde, mais au moins, elles sont présentes. Tout ce qui est dans du temporel, du year to date, month to date, ça, il arrive assez bien à le voir, faire des comptages, ces éléments-là. Mais ce qui est bien, c'est lui dire, OK, bah, les 20 que tu m'as trouvées de mesures, elles me plaisent. Vas-y, crée-les-moi dans une table qui s'appelle KPI. Et il le fait, il écrit le DAX. Et s'il se Mmh. plante, parce qu'il le teste, ça qui est bien, s'il se plante, il va chercher à le réécrire. Donc c'est un super, super gain de temps. Et c'est là où je rebondis par rapport à ce que tu évoquais sur les noms de colonnes qu'il va pouvoir modifier suivant les noms et ainsi de suite. C'est pas c'est pas parce que vous savez utiliser le serveur MCP de Power BI ou que vous l'avez en place que vous devenez le super développeur Power BI. Et si on va plus loin, c'est pas parce que vous utilisez un serveur MCP pour faire quelque chose en informatique que vous devenez un super bon. Moi, je Et les ouais. utilise par exemple sur N8N. Il y en a un que je trouve génial où c'est celui de GitHub. Parce que celui de GitHub, où quand vous savez jamais s'il faut faire des rebases ou des choses comme ça, vous lui demandez et il sait très très bien lancer les actions, faire les choses correctement. Mais dès qu'il y a du développement, que ce soit du Power BI, du N8N sur des workflows, des éléments, je m'étais amusé à développer quelques dashboards avec ShadCN et Tailwind. ShadCN, Tailwind, je ne sais pas coder avec ça, hein. Je vous le dis tout de suite. Vous me demandez du SQL, du Python, du Power BI, ces éléments-là, ça va. ShadCN, du React et dedans, je ne sais pas ce que c'est. Bah, c'est hyper simple, ils veulent vous le créer. Sauf que, et c'est là le point de vigilance à avoir et ma réflexion aux gens qui disent ouh là là, génial, il y a de l'IA, il y a des MCP, vous servez plus à rien les développeurs. Eh ben vas-y, Vas-y, fais-le, vas-y, vas-y, vas-y. prends-le, prends-le et tu Ouais, mais m'appelleras bien dans sûr. 15 jours quand tu voudras un truc hyper spécifique qui est un peu tordu, ce qui arrive parfois que nos clients nous demandent, puis tu iras demander à l'IA. Et puis quand ça sera planté, qu'il va falloir le corriger parce que tu ne sauras pas lire le code. Puis là, avec notre ami Romain, nous on viendra et puis on facturera très 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 cher. Bah oui, Donc c'est si on peut plus c'est gagner de l'argent en développant, ouais. sur toute l'année, ça sera facturé plus cher. Mais après, ce que je veux dire aussi, c'est qu'il y a quand même, bon, on peut mettre des garde-fous, pour Ouais, limiter certaines opérations qui sont faites par le MCP, hein. C'est-à-dire tout que à dans fait. le VS Code, heu, on peut configurer le MCP, chaque MCP configurable par rapport aux actions, enfin, en fait, c'est des API qui sont présentées pour être pilotées par l'IA. Mais si je suis 100 d'accord avec toi. Déjà, il faut savoir ce qu'on fait, un peu quand même. Heu, Quand on dit: «Renomme-moi des mesures», OK, bon là, on reste dans quelque chose qui est totalement acceptable, quoique on voit qu'avec certaines abréviations, ça devient compliqué. Mais quand on commence à créer des mesures, des opérations, des choses, heu, ensuite, il y a quelque chose qui est généré. Est-ce qu'on lui fait confiance, à 100? Est-ce qu'on est capable de lire ce qu'il a généré? Hem, Aujourd'hui, je pense que c'est quand même un développeur, il va pouvoir en tirer profit. Quelqu'un qui connaît pas le langage, en fait, il va lui faire confiance les yeux fermés avec des risques importants d'erreur. Ça, c'est vrai pour tous les langages, en fait, hein. C'est Donc, ça. voilà, après, il faut bien tester, dans tous les sens. Ça prend finalement, des fois autant de temps que de développer soi-même et c'est intéressant aussi d'apprendre, heu
Bah, moi, j'avoue que sur la partie React que je connaissais pas, j'ai vraiment utilisé le vibe coding et tous Mmh. ces éléments-là, mais avec une vision en me disant: «OK, tu m'écris un truc, je veux comprendre comment ça fonctionne. Je vois à peu près ce que tu veux faire». Alors je maîtrise pas du tout le vocabulaire de programmation dedans, mais je comprenais et je me suis à un moment, j'ai pris du temps à lire et relire vraiment des docs, faire des mini formations de 1 heure, 2 heures, qui expliquent comment ça marche, comment ça doit être architecturé, on crée un composant qu'on peut appeler assis à droite, à gauche. Voilà, je me suis dit: «OK, j'ai les bases pour comprendre ce qu'il est en train de faire». Mmh. Après, j'ai pas du tout la technique, sur ces éléments-là et je le laisse faire et je pense que s'il y a des gens qui regardaient, ce que j'avais fait, dont c'est vraiment le métier, ils me diraient: «C'est dégueulasse» et je sais que c'est une IA qui te l'a codé. C'est pour ça que ces IA qui apparaissent et ces serveurs MCP qui permettent d'aller très, très vite et de faire des choses, moi je le vois et sans être méchant pour nos amis indiens, c'est comme si vous bossiez avec 20 développeurs indiens qui connaissent parfaitement la technique. Vous lui demandez, vous leur dites, «Bah, vas-y, il faut tout me renommer dans mon modèle». Les petits indiens, ils vont très, très vite. Sauf que, pour les gens qui ont eu la chance de travailler en offshore avec, des indiens, par exemple, si vous les dirigez pas exactement, si vous leur expliquez pas exactement ce que vous voulez, ça peut partir très, très, très vite en cacahuète. Et bah, l'IA, c'est la même chose. Ouais, c'est Donc ça, c'est faut qu'il y être, a après ça peut être quelque chose, qui est jeté à la poubelle parce que finalement on a du bon, du moins bon, des mix ouais, et on sait plus dépatouiller le bon du mauvais et là, ça devient complexe. C'est-à-dire qu'on va reperdre du temps pour réanalyser ce qui va pas parce que ça a été développé, ben, par quelqu'un d'autre, enfin par un mmh, programme et savoir ce qui s'est passé, c'est complexe, hein. c'est ça. Ça peut être très long, hein. Et Enfin, c'est il et faut relire. c'est là où quand on les utilise, ces serveurs et les IA, c'est quelque chose que je faisais pas avant, c'est de relire son raisonnement. Parce Ouais. que le plus souvent, il explique ce qu'il veut faire et après il vous dit: «Bah, voilà, je vais faire ça». Ça peut être pas mal de jeter un coup d'œil et pas de seulement, regarder la requête qui est lancée et d'appuyer sur «OK, vas-y, fais-le moi», quoi. Là, il y a voilà, Heu, il y a la partie confirmation. Après, on peut venir de skipper la confirmation. Donc bon, là, c'est un petit peu chaud, quoi. ah ouais, Après le safe mode, donc en read only, ouais, il va faire que de l'analyse, hein, j'imagine. Et c'est vrai que ce qu'on aimerait bien faire, moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est chaque action soit guidée, réversible, hem, de manière à ce qu'on pourrait se dire: «Bon, ça, c'est pas bon, faut l'enlever». Après, bon, bah, il y a peut-être après des incidences, hein, parce que ce qui est la métrique qui a été modifiée, créée à l'étape 1, elle est retouchée à l'étape 35, et puis, sur les étapes 36, 37, 38, on s'appuie, sur la 35 qui s'appuie sur la 13e, donc ça peut être un peu compliqué, mais je pense que ça aiderait à y voir un petit peu plus clair sur les actions qui ont été menées, quoi. Faire une sorte de ouais, plan, alors c'est là où faut avoir j alors une vision qui était pas mal, que j'avais vu dans un gars qui utilisait, beaucoup ça. Il expliquait que faut vraiment réfléchir, manière agile et se faire des petites stories. C'est-à-dire oui, que il fait son truc, il dit, «OK, je renomme». Il a renommé tous ses champs, il a regardé, ça lui va, OK, il le pousse dans Git. Il pousse cet élément-là. Ensuite, il fait autre chose. Si on lui demande énormément de choses en même temps, ça va pas. déjà, il va se perdre complètement, notre IA
et après il risque d'avoir des régressions par rapport à ce qu'on veut faire. Donc la personne là c'était assez intéressant comme il fonctionnait dedans, où c'était vraiment une tâche après l'autre. Je veux créer des mesures. Je lui demande de créer ces 20 mesures. Il les a créées. Je les teste rapidement. Oui, ça me donne les résultats que je veux. OK, tout de suite, je le pousse sur Git. Et je le pousse intelligemment sur Git pas en mettant sauvegarde, ce que je fais régulièrement, pour savoir à quel moment c'est. Si à un moment, bah, je lui demande de recréer quelque chose et puis ça me casse un peu tout, je peux revenir en arrière. Ça demande un peu de fonctionnement DevOps et et de se structurer dans le développement. Et moi, je m'en aperçois maintenant vraiment en bossant avec l'IA là-dessus, c'est que faut réfléchir vraiment comme un chef de projet. Je pars pas tout de suite en me lançant, en me disant, bah voilà, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça, je mets tout. Je me pose, je me fais un plan de dev, je vois les grandes étapes, j'essaye de me redécouper mes étapes après, et ensuite, bah, je passe l'une après l'autre. Et c'est là où je pense que quand les gens disent que l'IA, les MCP, les serveurs et tout ce qu'on veut derrière, va tuer le développement, et ben, ça va être faux. Pour moi, c'est totalement faux. Ça va permettre de faire des choses plus rapidement, mais on va avoir surtout des gens qui étaient purs développeurs, qui vont plus devenir des développeurs AMOA, qui vont commencer à devoir vraiment écrire de la spec, Mmh. mais de la spec fonctionnelle, parce que la partie technique, bah oui, le serveur et l'IA va pouvoir le faire. Et les gens qui étaient plus sur de la MOA, eux, vont devoir aussi apprendre quelques bases sur le dev pour pouvoir voir si le code ressemble à quelque chose de correct. On va avoir, pour moi, un rapprochement de ces deux grandes familles qui existaient dans l'informatique. Les personnes qui étaient plus sur de la MOA et les purs développeurs, ça va devenir entre guillemets, un peu la même personne. Ouais. Mais OK. on est encore loin comme certains clients et personnes avec qui on discute sur de l'IA et qui dit: «Mais Fabien, je vais demander n'importe quoi et puis il va pouvoir me le coder automatiquement et puis me le faire». Bah, ouais, ouais. Bah, peut-être dans 1 an, peut-être dans 2 ou 3 ans, 4 ans, parce que ça va hyper vite tous les modèles. Là, GPT, Gemini, Pro, c'était ce qu'il y avait de mieux et puis, 1 semaine après, il y en a encore un autre qui est sorti qui devait le battre. Donc ça va très vite, mais je Ça va pense être qu'on aura les GPT Arena, là, les IA ouais, Arena. C'est déjà le cas, il y a déjà des sites, qui les oui, comparent, s'amuser à le faire. de manière, en test à l'aveugle là, mais Le Hunger Game de l'IA. Cœur Game GA. En tout cas, bon, c'était intéressant, c'est super, ces MCP, effectivement, Ouais, ils permettent de faire des actions en masse, pour, normaliser, voilà, faire des actions qui sont un petit peu pénibles. Après pour le développement, bah, ça peut être intéressant, voilà, effectivement, de dire: «Bon, non, voilà, ça j'ai 20». permet vraiment, vraiment de Ouais, gagner du temps. ça permet de gagner du temps. Après, il faut quand même vérifier un petit peu. C'est vrai que, bon, bah, ça va changer un petit peu les temps de dev probablement, entre ceux qui font, avec et ceux qui font pas. Hem, mais il y a quand même aussi ce petit risque de voir des choses qui soient pas totalement bien carrées. Ah, peut-être que, voilà, il y aura, des IA comme des juges, hein, ça c'est déjà le cas, mais qui viendront analyser les projets pour ensuite essayer de proposer des améliorations encore. Ça peut être intéressant, sans les faire. Parce que si ça se trouve, ça sera pire que ce qu'il y a déjà. C'est fait, ouais. Ouais, mais c'est intéressant. En tout cas, on le voit sur beaucoup de produits. En fait, c'est oui, c'est la payification, et la MCPification.
qui vont de pair et qui permettent de travailler plus vite Ouais, sur certains produits, c'est intéressant. c'est C'est intéressant. c'est mais c'est clairement quelque chose sur lequel il faut se mettre et passer et l'utiliser, mais comme tu dis, avec les garde-fous qui vont bien ou bah, non, c'est pas magique non plus. Ça va Mmh. pas tout faire tout seul. Faudra encore maîtriser les langages, faudra maîtriser les bonnes pratiques, et puis il faudra, encore plus de notre côté dans la BI et l'analytics, comprendre vraiment ce que veulent les métiers pour pouvoir, le décrire correctement, à l'IA pour que, bah, il aille un peu plus vite que nous à taper sur l'ordinateur et pour pouvoir sortir les différents éléments. Mais en tout cas, c'est passionnant et c'est assez bluffant quand on l'essaye comme ça la première fois. Ouais, tout à fait. Mais voilà, je pense que voilà, il y aura beaucoup quand même de relecture humaine, Mmh, quoi qu'on en dise, pour, heu, pour avoir des produits bien finis, quoi. Voilà. tout à Donc, fait. on va s'arrêter là pour, cet épisode 58 qui était, super, hein. Une première, une première ensemble, sur Restream. Tout à fait. Bon, bah, top. On se retrouve dans un prochain épisode et puis, ben, j'espère Le que 59. le 59 exactement, exactement, l'épisode 59, j'espère que ça vous a plu. Et puis encore de la data, de l'IA et puis, j'espère aussi, du DataOps, voilà, pour, creuser le sujet qui m'intéresse bien sur les pipelines, Tout à fait. Vaste de déploiement, qui est un gros sujet. Ouais. Voilà. Bon, allez, on se quitte là, je vais arrêter le recording, hop là. J'espère que le recording était parti quand même. Ah Je oui, crois que oui, il je est crois une que oui. heure 02 et Stop 16. record